Le dialogue des savoirs, on l'a vu ce matin, il s'établit avec des données de vie réelle, des données de vie réelle de plus en plus nombreuses, de plus en plus présentes dans les décisions et les évaluations de santé. Il se fait aussi, ce dialogue des savoirs, avec la vie réelle, pas qu'avec les données de vie réelle. La vie réelle qui est une vie d'expérience, qui produit des expertises de plus en plus importantes, de plus en plus présentes. Cette expertise, la chronicisation grandissante des maladies dans le champ du sanitaire, l'autonomisation des personnes concernées dans celui du médico-social et du social, les rend de plus en plus présentes et pressantes, ces expertises, ces savoirs expérientiels des usagers, des patients, des personnes bénéficiaires. Une expertise qui trouve des relais aujourd'hui. Elle les trouve dans notamment le cadre de la démocratie sanitaire, des organismes et des démarches participatives naissantes, mais elle se heurte encore beaucoup, on le voit, on va le voir, à des savoirs académiques qui peinent à l'évaluer, qui peinent à l'intégrer à sa pleine mesure. Alors comment ces savoirs d'expérience contribuent à penser autrement les décisions et les pratiques en santé, dans le social, dans le médico-social? Comment peuvent-ils être mieux évalués, mieux intégrés? On va en parler avec les invités de cette seconde séquence. Je vais vous les présenter. On peut les applaudir très fort, alors ils sont déjà sur scène, mais... Avec nous, Julia Boivin, consultante formatrice, membre du conseil de l'engagement de la HAS, comme l'est aussi Ève Gardien, maître de conférence au département de sociologie de l'Université de Rennes 2, Madeleine Arquiche, directrice de recherche au Centre de sociologie de l'innovation à Mines Paris, et Patrick Castel, chargé de recherche à Sciences Po. Je vous présenterai là aussi plus en détail à chacune de vos interventions. On va commencer tout de suite et je vais laisser Ève et Julia gagner le pupitre. Si vous voulez présenter du pupitre ou voilà. Alors je vous laisse gagner le pupitre. Ces savoirs expérientiels, je le disais, ils s'invitent de plus en plus dans le champ des politiques publiques pour faire valoir les attentes des patients, les besoins d'autonomisation des personnes concernées. Mais en quoi cette parole d'usager, en quoi ce vécu de patient se constitue-t-il comme un savoir au-delà d'un simple témoignage, et comment bouscule-t-il l'approche des soins et de l'accompagnement tel qu'on la pratique? Pour en parler, deux membres, je le dis, du Conseil pour l'engagement de la HAS, deux figures aussi engagées, la reconnaissance et de la valorisation de ces savoirs expérientiels. Julia Boivin, d'abord, vous avez souffert d'une paralysie cérébrale à la naissance, vous êtes aujourd'hui titulaire d'une licence de philo, d'un Master 2, vous dirigez une structure de formation qui aide les entreprises et les institutions dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et Ève Gardien, vous travaillez depuis longtemps sur l'identification, sur l'étude de ces savoirs expérientiels. Vous avez beaucoup étudié notamment l'accompagnement par les pairs. Vous êtes l'auteur des innovations sociales par et pour les personnes en situation de handicap. Je vous laisse la parole en duo pour nous dire justement ce que sont ces savoirs expérientiels et en quoi ils peuvent être embarrassants et donc nécessaires. Un tout petit commentaire avant de débuter. Je voulais simplement vous dire que à la fois le PowerPoint et à la fois le texte, enfin le gros de notre propos, a été co-construit, pour le coup, véritablement. Et donc chacune à partir de nos propres apports. Donc tout d'abord, revenir sur les savoirs expérientiels. Donc les savoirs expérientiels, surtout par nature, également par définition, sont issus de l'expérience, donc du vécu. J'aimerais tout d'abord centrer le propos sur le fait que nous sommes tous détenteurs de savoirs expérientiels. Ce n'est pas du tout lié à des questions de santé, de handicap, de maladies chroniques, de troubles de santé mentale, etc. C'est au contraire, le cœur, c'est la constitution même de la trame de notre vie quotidienne. Et donc, il concerne chacun d'entre nous. Et même si par la suite du propos, nous allons peut-être nous centrer sur les savoirs en lien avec des expériences de santé ou de handicap, néanmoins, donc, vraiment comprendre et appréhender le fait que nous sommes tous concernés par les savoirs expérientiels et que c'est donc un fait avant tout humain, et non pas d'une certaine partie de la population. Deuxième élément, les savoirs expérientiels ne sont pas l'expérience, et là il y a un véritable enjeu de constitution d'une expertise. Ils sont donc une plus-value qui est donnée, qui est prise sur l'expérience par un effort réflexif. Et donc il ne suffit pas d'avoir seulement l'expérience pour être compétent, pour être expert. Et là-dessus, donc, il y aurait aussi des points
d'élaboration à poursuivre pour penser justement qu'est-ce qu'une expertise d'expérience. Concrètement, les savoirs expérientiels, pour ma part, je les ethnographie beaucoup. Je dirais que c'est avant tout l'élaboration un peu syncrétique dans la vie quotidienne, qui entremêle à la fois l'expérience vécue, mais aussi tout ce qui permet la réflexion sur cette expérience. Ça peut être bien sûr simplement une réflexion personnelle, mais aussi l'appropriation de contenus qui viennent des médias, qui viennent de revues scientifiques, qui viennent de rencontres avec des professionnels, qui viennent d'observations dans la vie de tous les jours, qui viennent d'échanges avec des pairs, des personnes qui vivent la même situation. Enfin bref, ce que j'essaie de dire, c'est que le savoir expérientiel, donc, c'est une production probablement personnelle, mais qui est construite à partir d'un matériau hétérogène et d'un matériau qui est en partie collectivement construit. Ce n'est jamais que son savoir à soi. On a toujours emprunté des quantités de choses à plein d'érudits, de personnes diverses et variées, de rencontres. Couramment, on a l'habitude d'opposer, et peut-être qu'on l'a déjà fait ce matin, savoir expérientiel et savoir professionnel ou savoir académique. Est-ce que cette distinction est véritablement pertinente ? Eh bien, écoutez, nous n'en sommes pas sûrs, et on va le discuter un peu avec vous. Premier élément de réponse, le concept de savoir expérientiel a été façonné, créé par Thomasina Borkman en 1976. Et il visait à l'époque à désigner un type de savoir très spécifique qui était construit dans les groupes d'entraide mutuelle. Donc entre pairs, entre personnes qui vivaient une même situation, qui échangeaient pendant des semaines, des mois, des années sur ce qu'elles vivaient du fait de connaître telle ou telle condition d'existence. Et donc ils construisaient des façons de faire avec cette condition d'existence. Voilà, donc les savoirs expérientiels ont d'abord été effectivement conçus comme étant des productions entre pairs. Et puis, il y a eu d'autres travaux de ce type sur ces savoirs-là. On peut dire que, par exemple, John Dewey n'a pas parlé de savoir expérientiel, mais il parle de savoir de première main. Et les savoirs de première main sont les savoirs directement issus de l'expérience, qui, eux, sont pris en compte et travaillés par les savoirs pour produire des savoirs de seconde main, qui sont intitulés comme tels et qui signifient pour John Dewey les savoirs scientifiques. Donc les savoirs scientifiques sont toujours des savoirs de seconde main, fondés sur les savoirs de première main. Je tiens à attirer votre attention sur cette première possibilité de collaboration. Vous avez aussi Jacques Rancière qui a parlé de savoir expérientiel en parlant plutôt de savoir profane et qui là élaborait plutôt la distance ou l'écart qu'il y avait entre science, les modalités de production d'un savoir scientifique, les types de critères de scientificité, de validité, de fiabilité, enfin il y en a toutes sortes. C'est quelque chose d'assez, que ce soit SHS ou sciences de nature et de la vie. Et puis, au contraire, les modalités de production du savoir de la vie de tous les jours. Donc, il ne s'agit pas des mêmes types de savoirs. Et en même temps, les savoirs expérientiels prennent très souvent des éléments au savoir dit professionnel ou dit scientifique. Et réciproquement, les savoirs scientifiques ne s'élaborent quasi jamais, en tout cas au moins en SHS. Mais je dirais que même en sciences de la vie et de la nature, tout le monde sait qu'on a pris en compte depuis courant XXe siècle le fait qu'il y a toujours un observateur et que donc l'observateur modifie le résultat. Bien, donc parlons maintenant des ressources embarrassantes. Et la première chose qu'on souhaitait vous dire, et qu'on va vous dire en duo cette fois-ci, c'est d'abord que les savoirs expérientiels sont couramment ignorés, c'est un peu ce dont on a parlé ce matin, mais pas nécessairement et uniquement parce qu'il y aurait des rapports de domination. Voilà. Très souvent, à chaque fois que des savoirs ne sont pas a priori reconnus à part égale, on imagine toujours qu'il y a des rapports de domination. Il y en a certainement, ce n'est pas une discussion qu'on a, mais on tient à signaler qu'il y a peut-être aussi autre chose qui explique le même phénomène, et notamment que très souvent, quand on a l'expérience et qu'on sait faire, on n'imagine pas que c'est un savoir, on le fait spontanément, c'est devenu un automatisme, une routine de la vie quotidienne, et une routine de la vie quotidienne n'est pas identifiée comme étant un savoir. Une des premières raisons pour lesquelles ils ne sont pas identifiés en tant que tels. Deuxième élément, il y a un certain nombre de savoirs expérientiels, alors je vous épargne tous les détails de psychologie sociale et de psychologie cognitive, mais on sait que beaucoup des savoirs qu'on intègre au fur et à mesure de notre développement viennent modifier notre rapport perceptif. Et que donc, en fait, les savoirs expérientiels sont eux-mêmes intégrés dans notre manière de percevoir le monde. Donc, on ne les identifie pas comme savoir, on les identifie comme perception.
Par exemple, d'autres éléments, c'est que tous les savoirs qui sont a priori pas utiles pour un grand nombre d'entre nous sont tout simplement ignorés parce que peu intéressants et donc ne sont pas reconnus comme étant des savoirs expérientiels, simplement parce qu'on ne s'y intéresse pas. Voilà, donc globalement, les savoirs expérientiels, il y a plein d'autres raisons, mais on est limité par le temps, donc on va s'épargner la longue liste des raisons pour lesquelles les savoirs expérientiels sont couramment ignorés. Mais globalement, quand on est détenteur de savoir expérientiel, qui que ce soit, c'est rarement facile à expliciter, il est difficile de mettre des mots, de les délimiter, de les circonscrire, de les revendiquer, etc. Et donc, peut-être qu'une des premières questions, c'est ces savoirs sont embarrassants parce qu'ils sont difficiles à discerner, à montrer, à identifier, et ils sont par conséquent aussi difficiles à développer et à co-construire, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on les produit. Et on voit que dans beaucoup de cas, de situations, pour avoir rencontré des personnes qui sont, par exemple, en fauteuil, elles sont extrêmement douées pour faire des transferts, donc passer du fauteuil à leur lit ou sur une chaise, mais de là à expliquer comment elles s'y prennent de manière souvent très adroite, elles sont incapables de le faire parce que, effectivement, comme tu l'as dit, c'est des savoirs qui sont de l'ordre du quotidien. Et effectivement, c'est la même chose, la même difficulté qu'on rencontre avec les jeunes enfants quand on essaie de leur apprendre à faire leur essai, à part dire tu vois bien, c'est comme ça qu'on fait. C'est compliqué de mettre des mots sur des gestes qui nous sont automatiques. Et donc, une des voies de ces savoirs expérientiels, plutôt que de parler, d'exprimer, ça peut aussi être de faire expérimenter et de montrer, de montrer à l'autre comment faire, comment on s'y prend. Et donc, du coup, les grandes paroles sont souvent pas forcément nécessaires. Et en fait, on ne se rend pas aussi compte que les savoirs expérientiels, ils sont là, mais ils ne s'expriment pas clairement et verbalement. Alors, autre source d'embarras, maintenant qu'il est devenu tendance, on va dire, de reconnaître les savoirs expérientiels et de leur accorder de la légitimité, on se retrouve donc régulièrement en situation avec des professionnels ou des proches qui disent finalement « mais quels sont vos savoirs expérientiels ? Nous sommes prêts à les reconnaître ». Mais donc qui justement demandent à ce qu'ils soient formalisés. On vient de vous expliquer que ce n'est pas si simple que ça de les formaliser. Bref, donc on se retrouve dans la situation embarrassante d'avoir à exposer un certain nombre de contenus dont on ne sait pas les formaliser par des mots. Et puis par ailleurs, il y a d'autres contenus qui relèvent peut-être d'expériences difficiles ou douloureuses et sur lesquelles on pratique très facilement, chacun d'entre nous, de l'autocensure. On n'a pas toujours envie de tout raconter et d'expliciter l'ensemble des savoirs qu'on détient sur une expérience. Et on peut en voir, pareil, sous différents exemples, mais comment aussi ces savoirs expérientiels peuvent être un peu détournés ou en tout cas suggérés par les proches et par les professionnels. Et du coup, à se dire, il doit ressentir ça, il doit se dire ça. La personne en situation de handicap ou malade doit ressentir ça. Par exemple, on voit beaucoup chez les personnes qui ont du mal à se faire à manger, par exemple, à qui ça prend du temps. Et les aides à domicile, les proches disent on va le faire pour elle, doit être fatiguée, n'ose pas nous le dire, et ça ira plus vite parce que sinon elle n'est pas prête de manger. Donc on va gagner du temps. Et en fait, c'est très compliqué
pour la personne en face de se réapproprier et d'oser dire ben oui, parfois oui, il se trouve que je peux être fatiguée pour me faire à manger, mais là j'avais envie de me faire par moi-même, j'avais envie de prendre ce temps. Et on voit que les savoirs expérientiels aussi, ça rejoint la question du temps qu'on prend pour qu'ils puissent s'exprimer et puissent se former, enfin, se naître dans les esprits des personnes aussi, et que c'est pas évident tout le temps de les faire entendre et d'aller contre ceux qu'on suppose avoir. Alors, dernier point d'embarras, il y en a plein d'autres bien sûr, hein, mais celui-ci, il concerne plutôt l'étape où les savoirs expérientiels seraient reconnus, ou même simplement, et beaucoup plus simplement encore peut-être, simplement la valeur de chaque parole et de chaque expérience. Et cette reconnaissance donc amène à réaménager les priorités, les objectifs, et ça amène aussi à opérer une descente en singularisation. Alors ça peut être embarrassant, pourquoi ? Parce que les professionnels n'ont pas toujours été formés et outillés pour cette descente en singularisation, et parce qu'ils ne savent pas toujours prendre en compte certains types de besoins spécifiques. Et c'est vrai qu'il est assez rare d'être motivé, qu'on soit motivé par exemple pour aller en kiné, pour gagner 2 degrés de flexion de hanche sur le côté droit. Que, comme ça, on n'y va pas de gaieté de cœur si c'est pour cet objectif. Par contre, si on sait que nous, on a besoin de ça pour garder cette pratique de l'équitation qui nous tient à cœur et qu'on sait que la kiné, c'est un moyen d'y arriver, on est beaucoup plus motivé et beaucoup plus partant pour aller en rééducation. Mais du coup, ça suppose que le professionnel aussi rentre dans ce genre-là pour ne pas voir que la flexion de hanche droite qu'il a à soigner et à tirer, mais tout ce que cette hanche droite va permettre à la personne de réaliser en termes de participation sociale et citoyenne. Et du coup, c'est un des... il y en a aussi plein, hein, des intérêts partagés entre personnes soignées, accompagnées et professionnelles. Et en fait, le premier, ça peut être, selon nous, de rétablir un équilibre dans la relation soignant-soigné, accompagnant-accompagné, et non plus outil et objet du soin. Et en fait, ça passe par la reconnaissance de chacun comme source de savoir utile pour ce qui va être le projet mené en commun. Donc ça amène à percevoir l'autre comme porteur d'une connaissance légitime et valable, avec laquelle on n'aurait pas composé de prime abord, mais qu'il faut prendre en compte, et du coup qui amène un nouveau challenge, et pas des moindres, celui du dialogue autour du soin et d'un accompagnement. Et en fait, effectivement, on en vient à se demander à quoi ça sert d'avoir raison concernant la prescription médicamenteuse si votre patient est une exception qui confirme la règle. Et à quoi sert-il d'avoir raison si la personne accompagnée n'adhère pas au projet pour elle. Donc, c'est une prise en compte réciproque des savoirs de l'autre, des savoirs concernant le fonctionnement cellulaire en général ou savoirs concernant les effets secondaires de tels médicaments sur tel individu, qui amène à un nécessaire repositionnement des pratiques professionnelles
des professionnels et dans leurs objets de réflexivité, des organisations du travail aussi, des orientations stratégiques des établissements. Donc c'est tout l'enjeu, c'est de construire des espaces d'échange où chacun peut prendre place et qui sont plus démocratiques pour améliorer les pratiques et l'offre de services. Et ça permet aussi de répondre aux problèmes spécifiques des personnes telles qu'elles-mêmes les conçoivent. Et donc, forcément, lien logique, ça amène le sentiment d'être compris et du coup d'avoir plus confiance dans ce professionnel avec qui, en tout cas dans le champ du handicap, on est amené à cheminer avec très longtemps. Qu'autant être en confiance pour entamer ce chemin et de créer vraiment une alliance thérapeutique dans son projet global d'accompagnement. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et du coup, ça amène l'émergence de nouvelles postures ou métiers, tels que les personnes ressources, les facilitateurs, les médiateurs, les pairs formateurs, les pairs accompagnants, les pairs conciliateurs et beaucoup d'autres. Et donc, reconnaître les capacités et les compétences, surtout partir de ce qui est là et de ce qui est positif, ça permet de sortir de la stigmatisation et de l'auto-stigmatisation, d'avoir plus confiance en soi et de regagner son estime de soi. C'est beaucoup trop court. Non. C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'étais sur le début. Merci beaucoup. C'est pas beaucoup trop long, c'est très très bien. C'est juste que je voudrais qu'on garde un peu de temps aussi après pour les échanges, mais c'est très bien et c'est tout à fait dans les temps. Et ça montre bien, vous montrez bien ce que sont déjà ces savoirs expérientiels, parce que, comme le dit Ève Gardien, à force d'en parler, on ne sait plus de quoi on parle. C'est la trame de notre vie quotidienne, comme vous le dites, c'est l'expérience répétée, c'est l'expérience formalisée. Je reprendrai aussi, et ça Julien ne l'a pas dit, mais me l'avait dit en discutant, aussi de son point de vue, un savoir expérientiel, qu'est-ce que c'est ? C'est pas voir simplement une situation de handicap à partir des points négatifs, des contraintes de la vie quotidienne, mais c'est de voir cette expérience aussi de handicap à partir de ce que sont aussi de ce que ça donne comme vie, comme possibilité de vivre et donc de partager avec des autres. C'est voir aussi ce qu'il y a de positif et de fort là-dedans pour pouvoir le partager avec les autres. C'est un enjeu, mais c'est aussi embarrassant, vous l'avez dit, difficile à identifier sans les catégoriser, difficile à co-construire sans les formater ou sans les instrumentaliser, difficile à appliquer en singularisant, difficile à assumer en dialoguant. Ça ouvre en tous les cas des horizons importants parce que ces savoirs expérientiels sont nombreux et aussi, on va le voir beaucoup, parce qu'ils obligent véritablement à changer le regard, à changer l'approche, à changer la donne sur les pratiques. C'est un défi de cette reconnaissance, c'est un défi pour la recherche, mais c'est aussi un défi de les reconnaître, c'est aussi un grand défi de les intégrer notamment dans le champ de la décision individuelle, de la décision thérapeutique. On a parlé ce matin de l'evidence-based medicine qui est là justement pour apporter une place à ces savoirs expérientiels, place qu'ils ont du mal à trouver souvent autrement que par la confrontation ou autrement que par la résignation. Il y a un véritable enjeu à justement définir et dédier cette place. C'est quelque chose sur lequel Patrick Castel, qui de lui-même est allé au pupitre, connaît bien, travaille beaucoup. Sociologue, il a travaillé pendant plus de 7 ans au sein des centres de lutte contre le cancer, d'abord à la Fédération, puis après au centre Louis Bérard, qui est le centre de lutte contre le cancer de Lyon, pour étudier l'architecture des décisions thérapeutiques et de leur cadre d'application. Et voir justement comment la voix du patient, comment l'expérience du patient peut y habiter. Je vous laisse la parole et on en parle après.
Alors, merci. Donc je serai quand même moins précis dans la définition des savoirs expérientiels que Julia Boivin et Ève Gardien. Je vais commencer par situer un peu la place de l'expérience dans le système de santé, d'un point de vue assez général, et dans le rapport entre les médecins et les patients, pour après arriver sur des choses plus concrètes sur finalement qu'est-ce que j'ai pu observer et qu'est-ce que je vois comme opportunité. Pour bien comprendre pourquoi la prise en compte des savoirs des patients ne va pas de soi, il est quand même important de retracer certains éléments de contexte historique. C'est des éléments complémentaires de ce qui vient d'être raconté. Le premier, c'est que historiquement, le secteur de la santé n'est pas un secteur comme les autres. Il a été bâti autour d'une profession très particulière, qui est les médecins, qui ont sécurisé un domaine d'activité, à la fois une situation d'autonomie et de monopole sur l'activité. Alors, ce n'est pas le seul secteur, je repartis à un autre secteur, la recherche, où on est aussi très soucieux de préserver une certaine autonomie dans notre activité, c'est vrai des architectes, du droit, des enseignants. Et une certaine rétif un peu au regard extérieur. Finalement, traditionnellement, les médecins se sont bâtis pour définir eux-mêmes les critères de qualité de leur pratique et à évaluer la qualité de leur pratique. La forme la plus traditionnelle, qui est évidemment le paternalisme médical, mais pour ceux qui ont lu Michel Foucault, il raconte aussi comment même la clinique a été une façon de mettre à distance finalement le patient. Or, aujourd'hui, depuis un certain nombre de décennies, l'autorité médicale est contestée. Il y a eu le mouvement de patients, ce qu'on appelle la révolte des patients. C'est venu notamment du sida, des maladies rares. On voit ces derniers jours que les professions de santé et la médecine est en crise, une sorte de crise. Parce que aussi les hôpitaux sont de plus en plus occupés par d'autres professions, les économistes, les managers, je mets entre guillemets, les gestionnaires, et finalement qui contestent finalement cette place traditionnellement de monopole médical. Donc par rapport à ça, effectivement, il y a soit l'ouverture, soit aussi un réflexe très classique de repli au contraire en réaction à ce qui peut être vécu parfois comme des attaques extérieures. Deuxième point de contexte, la suspicion de nos sociétés modernes vis-à-vis de l'expérience individuelle. L'expérience individuelle est souvent vue comme une source d'erreur, car biaisée, non rationnelle. C'est tout particulièrement le cas dans le domaine de la médecine. Alors, déjà, les patientes et les patients, du fait de leurs émotions, du fait de leur situation de fragilité, ne seraient pas les mieux placés pour objectiver leur situation. D'où la nécessité d'un regard extérieur, médical, qui va prendre de la distance. Et je renvoie, donc c'est très, très lointain, la clinique chez Foucault. Aujourd'hui, une nouvelle forme d'objectivation, ça peut être la biologie, et j'y reviendrai aussi, la médecine personnalisée. Un grand sociologue un peu oublié, Parsons, avait très tôt mis l'accent sur la relation asymétrique qui devait caractériser, parce qu'il avait un point de vue assez normatif là-dessus, finalement, la relation médecin-patient. Le patient devait faire confiance au médecin, mais à l'inverse, le médecin avait tout un ensemble de devoirs qui devaient faire en sorte de ne pas dépasser cette confiance. On peut ajouter qu'il existe de nombreux travaux de sciences sociales qui montrent les biais de genre, c'est-à-dire que, par exemple, Philippe Lemoyne, dans une revue de littérature, a conclu que les femmes sont surprescrites en psychotropes car les médecins ont tendance à considérer leur mal-être tel qu'il s'exprime comme endogène, alors que celui des pères serait plutôt exogène, lié à la situation de travail et des fortes responsabilités professionnelles qui les accablent. De même, ça fait très longtemps que les sciences sociales, notamment, il y a eu des travaux américains dès les années 70 qui montraient que les médecins avaient tendance à sous-estimer les plaintes des patientes quand elles souffraient, elles avaient des problèmes qu'on aurait pu rattacher à des problèmes de cœur, et d'où un sous-diagnostic finalement des maladies cardiologiques. Donc on voit que par rapport à l'expérience, le médecin n'interprète pas nécessairement de la même façon selon la personne qu'il a en face de lui.
Contestation de l'expérience des malades, contestation aussi de l'expérience des professionnels. Et c'est tout le projet finalement de l'evidence-based medicine qui a dit attention, les patients, les médecins, on va les soigner, les médecins font trop attention, ont trop confiance dans leur propre expérience personnelle et dans leur sens clinique. Et tout le projet de l'evidence-based medicine, même s'il a 3 piliers effectivement qui nous ont été rappelés ce matin, mais quand même une hiérarchie des preuves et l'essai randomisé contrôlé étant les talons or ou le gold standard vis-à-vis desquels on va essayer d'organiser la pratique. Dernier mouvement plus récent, la médecine dite personnalisée, qui, paradoxalement, pour mes observations, amène assez peu de personnalisation des prises en charge au sein de la prise en compte des subjectivités. À la limite, dans la mesure où les décisions sont en fonction d'analyses moléculaires, je caricature un peu le propos, mais sur certains sites que j'ai pu visiter, ça allait quand même là-dessus, on n'a presque même plus besoin du colloque singulier, puisque finalement, ce va être des big data qui vont être générés, des algorithmes qui vont les traiter, et certains médecins expriment finalement de dire, nous, en fait, on va donner le verdict qui aura été élaboré dans ce qu'on appelle les molecular boards, c'est des réunions de concertation autour des savoirs moléculaires qui sont extrêmement complexes. Par rapport à ce premier sombre diagnostic, je vais apporter déjà deux premières nuances. D'abord, évidemment, les maladies chroniques ont été un terrain où les patients ont très tôt essayé de s'organiser, et ça, je pense que Madeleine reviendra dessus, mais en tout cas, certains domaines de santé ont été propices à cette organisation des patients pour essayer de construire des savoirs et d'essayer de les faire porter et de les faire prendre en compte dans les prises en charge. Deuxième élément de nuance, quand j'ai pu observer là aussi dans mes travaux sur le cancer, on voit que par rapport à l'evidence-based medicine, il y avait 3 grands types de réactions. Le premier, les médecins effectivement utilisaient les recommandations comme une mise à distance des patients. À la fois, j'ai pu l'observer et ils me le disaient assez clairement. À l'heure d'Internet, les patients arrivent avec plein d'idées. On peut leur dire, rassurez-vous, vous pouvez aller voir un deuxième avis, mais je pense que ce n'est pas utile parce que moi, je m'appuie sur un savoir collectif. Ce n'est pas ma seule décision. Un savoir collectif agrégé. Et donc, c'était une façon d'éviter à la fois les seconds avis et aussi d'éviter les contestations des prescriptions. Donc ça, c'était assez clair. Et je pourrais dire, à l'époque, il y a 10 ans, c'était plutôt la majorité de mes entretiens. Autre façon de faire, quand j'ai observé plus de 400 décisions de réunions de concertation pluridisciplinaire, où j'avais comparé il y avait 2 cancers du sein et les sarcomes, qui sont une pathologie rare, pour voir justement quelle était la place de ces recommandations dans les décisions et les discussions collégiales. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte et que j'ai pu partager avec les médecins qui avaient accepté que j'observe, c'était leur demande. Ils avaient besoin de ce regard réflexif. Là, donc c'est aussi pour nuancer l'idée de clôture de la médecine. Évidemment, il y a beaucoup de médecins qui sont prêts à ce regard extérieur. Donc ils avaient demandé ce regard extérieur. Effectivement, on voyait qu'effectivement les recommandations restaient, ce qui à la limite est plutôt rassurant, quand même une forme de référence cognitive qui va guider la discussion, mais que ça ne l'épuisait pas et que très souvent on disait mais le patient m'a exprimé cela, le patient m'a fait remonter ça. Donc le patient était présent dans ces discussions et donc il y avait la prise en compte. Après, évidemment, je n'ai pas pu confronter ce que faisait remonter le médecin du patient et ce qu'il lui avait vraiment dit. On sait aussi qu'il y a des écarts dont il faut tenir compte, mais en tout cas, ça n'épuisait pas la richesse des discussions de prise en charge. Dernière façon d'intégrer cette evidence-based medicine, c'est quelque chose finalement paradoxal, c'était à Léon Bérard, ça a été l'un des sites en France qui a le plus vite intégré la décision partagée qui vient plutôt du Canada. Ils ont essayé de le mettre en place, l'équipe, et pourquoi c'est intéressant? Donc, ce n'est pas toute l'équipe
qu'il a fait, mais une partie de l'équipe médicale, même si c'est une minorité, c'était quand même des médecins très reconnus, ce n'étaient pas des marginaux, même s'ils n'étaient pas les plus nombreux. Ils se sont dit, finalement aussi l'evidence-based medicine montre toutes les zones d'ombre de nos connaissances, et finalement ouvrait un espace où la parole et l'expérience du malade, au contraire, étaient très naturelles, puisque de toute façon, on avait montré, en travaillant sur les données de la science, qu'il y avait plein d'endroits où on ne savait pas tout. Donc finalement, ça a entraîné tout un projet intéressant que j'ai pu suivre un peu de loin, en échangeant notamment avec Nora Moumjid, qui a porté ce projet avec les médecins. C'est une économiste de la santé. Et donc, j'ai pu voir comment les difficultés à la fois de faire cette décision partagée, ce n'est pas trivial non plus, mais en tout cas, l'ouverture que, paradoxalement, l'arrivée de l'evidence-based medicine était parvenue à ouvrir. Donc, je terminerai par ce que je considère être des opportunités nouvelles pour renouer ce dialogue ou pour accentuer ce dialogue selon les lieux et mieux prendre en compte les savoirs patients. D'abord, c'est la complexité des prises en charge qui est évidente. La population vieillit, ce qui est une bonne chose, puisque c'est souvent du fait des progrès de la médecine et des conditions de vie. Du coup, beaucoup de ces malades souffrent de plusieurs pathologies. Or, l'evidence-based medicine est assez mal armée pour prendre en compte ces situations complexes. Il y a rarement des essais randomisés, contrôlés, qui vont porter sur des pluripathologies. Au contraire, la logique des essais randomisés contrôlés, c'est plutôt de prendre des populations sélectionnées, parfois même en bon état général, même si c'est métastatique, par exemple dans le cas du cancer. Donc c'est fait sur des populations très particulières. Donc quand on rentre sur des situations extrêmement complexes, on voit que ce n'est pas que les données de la science consolidées qui vont, dans l'immédiat, apporter des réponses. Deuxième opportunité, depuis 1 à 2 décennies, il y a des injonctions des pouvoirs publics à plus de coordination entre acteurs de soins, ce qui est très lié évidemment avec ce qui précède, avec le vieillissement de la population, des trajectoires de plus en plus complexes, et c'est l'appel à la coordination ville-hôpital, ou le virage ambulatoire, c'est l'appel à la coordination médico-sociale, c'est la coordination à l'intérieur de la médecine de ville, avec les maisons de santé. Or, les connaissances sur tout ce qui est coordination sont très lacunaires, même s'il y a des chercheurs de sciences sociales et de gestion qui travaillent dessus, j'en fais partie. Il est évident que pour bâtir des nouveaux parcours coordonnés, comprendre ce qui bloque dans cette coordination, parce qu'on ne l'a pas dépassé, eh bien, on a besoin évidemment de beaucoup d'expertise et de beaucoup de savoir. Et la connaissance qu'ont les patients ou leurs proches des difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de leur parcours, c'est un domaine évident qu'il faut investir massivement, à mon sens. Il faut faire beaucoup plus, mobiliser beaucoup plus les savoirs qu'ont pu acquérir les patients lors de ces parcours. On a sans doute, chacun d'entre vous, vécu à des moments des difficultés de coordination dans son propre parcours et qu'on essaie de récupérer là où entre les professionnels, ça ne s'était pas très, très bien passé. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre et que les professionnels ont conscience de cette difficulté à concevoir les parcours. Et du coup, ça nécessite sans doute aussi de formaliser cette implication. Pourquoi pas imaginer vraiment des créations dignes de ce nom de comités de suivi de virage ambulatoire où des usagers ou des patients seraient systématiquement invités, ce sont des modalités à définir pour tirer vraiment ce qu'on appelle l'apprentissage collectif, et pas seulement des questionnaires standardisés de qualité, 3 jours après une sortie de l'hôpital, où on dit les patients sont contents. Effectivement, s'ils sont sortis de l'hôpital, ils sont contents, mais ce qui est intéressant, c'est de voir sur la durée les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, avoir un vrai retour d'expérience sur le virage ambulatoire, sur la coordination ville-hôpital, me semble être un élément où vraiment on gagnerait à impliquer beaucoup plus les patients. Dernier point, la pharmacovigilance, c'est d'actualité, ou plus généralement la sécurité des soins.
Il y a eu un dernier numéro d'Anthropologie et Santé qui est paru la semaine dernière et qui est dirigé par Sylvie Fazang, co-dirigé par Sylvie Fazang, et qui a beaucoup travaillé aussi là-dessus, plus généralement, et qui montre que les médecins, mais aussi les centres de pharmacovigilance, ne prennent pas suffisamment au sérieux les déclarations des patients sur les désagréments liés au traitement. Donc là aussi, quand on connaît la situation de notre système de pharmacovigilance qui peut être amélioré, c'est un euphémisme, je pense aussi qu'il y a un intérêt à réfléchir à comment intégrer beaucoup plus l'expérience des patients et voir en faire un savoir, bâtir des savoirs à partir de là. Donc c'est quelques motifs d'espérance, après le premier tableau un peu plus sombre. La création du comité d'engagement des usagers, à mon avis, on a vu la présentation, en est un autre motif d'espérance. Et je pense que Madeleine Acriche va en mettre un troisième en montrant comment, justement, les patients s'organisent pour produire des savoirs. Merci. Merci beaucoup, Patrick Castel, pour cette présentation qui montre bien à quel point ce savoir des patients, ce savoir expérientiel, c'est une menace à la base, en tous les cas, pour une certaine toute-puissance du clinique du médecin, mais c'est aussi un allié, ce savoir expérientiel, face à une décision thérapeutique, vous l'avez dit, qui est de plus en plus mise en compétition par des managers, par des économistes de santé, qui est de plus en plus complexe à mener sur des champs de pathologie de plus en plus chroniques et de plus en plus polyfactoriels. Le BM offre l'espace de cette alliance, mais ça reste difficile. Et puis, vous ouvrez à de nouveaux champs à travers le parcours de soins, à travers ces espaces d'apprentissage collectif et ces structures nouvelles que vous apportez. Ça, c'est la manière dont ces savoirs collectifs peuvent s'intégrer dans la décision individuelle. Mais ils peuvent aussi agir à un niveau collectif, sur les pratiques, sur l'organisation des soins. Et les associations, là, sont le bon relais. Elles se mobilisent de plus en plus pour collecter, formaliser ces savoirs expérientiels. Ça a été le cas au niveau du sida, ça a été le cas au niveau des maladies rares. C'est de plus en plus largement le cas aujourd'hui. Et Madeleine Acriche, vous travaillez beaucoup justement sur la mobilisation de ces associations autour de ces sujets-là. Vous avez, et je trouve ça assez intéressant d'ailleurs, proposé de dire qu'on pourrait évaluer la représentativité d'une association, non pas à l'aune de son nombre d'adhérents, mais de la formalisation qu'elle ferait des savoirs expérientiels. Ça serait un classement assez intéressant en tout cas. Je vous laisse la parole pour nous dire justement comment ces savoirs collectifs, ces savoirs expérientiels font expertise collective. Bien, bonjour. Alors, comme les trois dernières intervenants de cette matinée, j'ai quelques images qui sont moins drôles, je suis désolée. Mais en fait, pour les faire passer, c'est cette petite machine ou... D'accord, ok. C'est le bouton vert. C'est le bouton vert, ok, d'accord. Donc, comme Ève Gardin et Julia Boivin l'ont dit au démarrage de cette session, c'est vrai qu'il y a quand même un gap entre, d'un côté, l'expérience des personnes et de l'autre côté, disons, une expertise qui serait basée sur cette expérience. Et en fait, ce dont je vais essayer de parler, c'est justement la manière dont les associations travaillent à passer de ces expériences, en les collectant, en les traitant, en les analysant, à des connaissances, puis éventuellement aussi à une expertise qui puisse être intégrée dans à la fois leurs activités et, disons, leur participation à la gouvernance du système de soins. Alors, la première partie de mon exposé, ça va être consacré à la manière dont elles font ça et pour vous montrer que finalement, cette activité est vraiment au cœur du travail qui est mené par beaucoup d'associations, que ça nourrit à la fois les actions qu'elles peuvent avoir à l'égard de leurs adhérents, donc vers l'intérieur de leur association, mais aussi vers l'extérieur, à destination des pouvoirs publics, des soignants, des chercheurs. Et puis dans un deuxième temps, je vais essayer de montrer, alors là très rapidement, quels sont les effets finalement de cette mobilisation de l'expérience, en quoi elle fait une différence en fait, ce qui rend la contribution des associations, à mon sens, plus ou moins irremplaçable, et ce qui devrait faire, enfin œuvrer en tout cas, pour ce qui a été appelé des vœux d'un certain nombre de personnes à la fin de la matinée, à savoir la reconnaissance de ces savoirs issus des patients. Alors si vous faites, je ne sais plus très bien ce qu'il y a dans mes trucs, voilà. Si vous allez sur Google et que vous faites association patients témoignages, en fait vous allez avoir des dizaines, des centaines de sites
parce que finalement, la plupart des associations aujourd'hui qui ont un site web, elles ont tout un site web, ont une page sur laquelle il y a des témoignages. Alors les pages peuvent être assez différentes, j'en ai pris quelques-unes un petit peu au hasard pour vous montrer les raisons qu'elles peuvent avoir de collecter et de publier ces témoignages. Alors le premier élément, c'est effectivement d'essayer, disons, de créer du lien entre les différentes personnes. C'est une manière de constituer une communauté. Alors en fait, moi j'avais prévu de lire ce qui est écrit, mais c'est vrai que oui, il faut que je me tourne par là. C'est-à-dire qu'on voit bien, là par exemple dans cet exemple, il est dit, un récit peut vous aider, alors déjà vous, de vous exprimer, et aussi il peut aussi aider, il peut créer un réseau de liens et de soutien. La deuxième raison, c'est aussi d'essayer finalement de lutter contre les préjugés et les discriminations dont peuvent être victimes certaines personnes atteintes de pathologie ou de handicap, notamment lors de maladies assez mal connues ou de maladies qui sont considérées comme étant psychosomatiques ou des maladies psychiatriques. Et donc, il s'agit d'utiliser ces témoignages aussi pour sensibiliser et pour informer le public. Ensuite, ils ont une autre raison pour collecter et publier ces témoignages, c'est effectivement de nourrir l'action politique. Comme on le voit sur ce site, l'association en question dit que justement la matière issue de vos expériences a été portée auprès des décideurs pour qu'ils en tiennent compte dans l'élaboration des politiques publiques. Donc c'est une manière en fait d'essayer de construire la légitimité des revendications qui sont portées par les associations que d'essayer justement de collecter un large panel de témoignages qui rendent compte de la vie réelle des personnes concernées. Alors au-delà des témoignages, qui est vraiment la première forme basique de mobilisation de l'expérience des patients, et déjà leur mise en forme, ça va déjà un peu plus loin qu'un seul témoignage, mais il y a d'autres façons dont les associations essayent de travailler sur ces expériences, et notamment avec des enquêtes. Et de fait, je pense que l'émergence d'Internet a joué un rôle très important dans la dissémination, en quelque sorte, de cette pratique d'enquête chez les associations qui soit font ces enquêtes toutes seules, soit travaillent en collaboration avec des chercheurs. Donc j'ai pris un certain nombre d'exemples là aussi pour vous montrer que les thématiques qui peuvent être abordées sont extrêmement variées. Donc là, vous avez par exemple une enquête qui porte sur les attentes des patients. L'idée, c'est de savoir quels sont leurs problèmes, de quels soins ils ont besoin, quelles seraient les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ça peut être aussi d'essayer de comprendre leur comportement. Donc là, finalement, qu'est-ce qui peut expliquer la non-observance, comment mieux délivrer un certain nombre de messages aux soignants pour qu'ils prennent mieux en compte les contraintes des patients dans leur prescription. Ça permet aussi de cibler le travail d'information et de mobilisation. Donc on s'intéresse aux perceptions, par exemple, que peut avoir le public de certaines maladies, et à partir de là, on peut construire une politique, disons, de communication, de sensibilisation qui soit plus adaptée. Et ça peut être aussi de pouvoir formuler un diagnostic sur l'organisation. Alors justement, Patrick Castel parlait des parcours de soins. Bon, là, c'est l'exemple d'une association sur le trouble déficit d'attention et d'hyperactivité qui a fait justement une enquête sur les parcours de soins afin, disons, d'élaborer, d'abord de prendre la mesure des difficultés qui sont rencontrées par les personnes et de travailler à l'élaboration de propositions pour améliorer les choses. Alors, on a en fait, ici sur ce dernier exemple, on a en fait encore deux types qu'on peut remarquer d'enquête. Il y a un premier type qui s'intéresse finalement aux outils. Donc là, ici, c'est, disons, un carnet de santé numérique. Bon, par exemple, les diabétiques travaillent beaucoup sur les systèmes d'administration de l'insuline, on pourrait donner d'autres exemples, et puis d'autres exemples qui portent sur la vie sociale avec la maladie, et qui est quelque chose aussi qui est extrêmement important dans l'activité des associations.
il s'agit de travailler pour montrer en quoi la maladie peut être, disons, un facteur de discrimination. Donc il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. Par exemple, il y a des associations qui travaillent sur l'impact économique de la maladie, sur l'accès à l'emploi, sur le reste à charge, par exemple, qui sont des thématiques qui finalement ne sont travaillées par personne d'autre. Et c'est ça aussi un point assez important, c'est en fait de dire que par tout ce travail qui est fait par les associations sur l'expérience des patients, en fait, on produit des connaissances qui sont vraiment inédites. Pourquoi ? Parce qu'elles sont vraiment le résultat d'un questionnement qui est lié à un positionnement spécifique ou qui revêt une importance particulière pour les patients ou leurs proches et que personne d'autre, d'une certaine manière, ne peut prendre à sa charge. Donc, ces connaissances, elles permettent d'avoir, disons, des éléments sur les aspects sociaux de la maladie, comme on l'a dit au sens large. Donc là, c'est l'exemple de Rénalou qui a travaillé sur les différences de vie que peuvent avoir les personnes qui sont dialysées ou celles qui sont greffées. Et en fait, il s'agissait finalement de nourrir un argumentaire en faveur de la greffe en montrant que, de fait, il y a une très grande différence d'accès à l'emploi selon que l'on est dans l'un ou l'autre cas. En fait, personne d'autre que les patients réellement n'est intéressé par cette question. Donc c'est vrai que c'est là l'apport irremplaçable de l'association. Ça peut être aussi des connaissances inédites sur des aspects médicaux. Par exemple, là, c'est le cas d'une enquête qui avait été faite par une association sur les personnes, disons, victimes et leurs descendants atteints de Distilbène, qui avait lancé une enquête avec la collaboration d'un professeur de médecine à la retraite sur les effets sur la 3e génération de personnes de cette molécule qui a entraîné notamment des malformations de l'utérus, des cancers du sein, etc. Et en fait, aujourd'hui, je pense que personne n'a forcément très envie d'entendre encore parler du Distilbène. Ça fait longtemps que ça dure, cette affaire, et que d'une certaine manière, les associations sont là aussi pour rappeler qu'il y a des personnes qui sont encore atteintes, que peut-être il y a des politiques à mettre en place spécifiques de dépistage pour des personnes qui sont à risque, y compris jusqu'à la 3e génération. Donc on voit qu'il y a, disons, la position même des patients fait qu'ils ont des questions particulières qui débouchent sur des connaissances inédites et intéressantes pour la prise en charge de leur pathologie. Alors, en résumé, sur cette première partie, on voit que ce qui est en jeu au travers de ce travail sur les connaissances issues de l'expérience, c'est à la fois de constituer une communauté par le partage d'expériences, de faire émerger des problèmes, de porter la voix des patients. Et peut-être ce qui est assez important, c'est de se rendre compte à quel point les associations sont en fait façonnées aussi par ce travail. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de justifier des revendications qui seraient là a priori et qu'on chercherait juste à argumenter. Il s'agit aussi de construire en fait ces revendications, de savoir quels sont les problèmes qui sont dignes d'être portés sur la place publique et pour lesquels il faut se battre. Et c'est pour ça qu'on a en fait baptisé avec mes collègues cette forme d'engagement, l'evidence-based activism, ou l'engagement fondé sur la connaissance, tant il nous semble que cette question de la connaissance est centrale dans un certain nombre d'associations aujourd'hui. Alors, dans la deuxième partie, donc, qu'est-ce que tout cela produit ? Qu'est-ce que ça change ? Quelles sont les évolutions qui n'auraient pas pu avoir lieu sans ce travail ? Alors, ces évolutions, elles sont nombreuses. Ce sont des évolutions sur les pratiques médicales. Donc là, notamment, j'ai pris un exemple qui concerne la HAS. On voit bien qu'il y a des associations aujourd'hui qui saisissent la HAS parce qu'elles sont ayant c'est une possibilité qui est offerte d'ailleurs par la HAS, puisqu'elles ont, en se basant sur leur expérience, identifié un certain nombre de problèmes, que par ailleurs, et ça c'est un point important qui a déjà été évoqué préalablement, elles ont aussi regardé ce qui se faisait ailleurs, lu de la littérature scientifique, fait un certain nombre d'autres choses, elles sont en mesure de se dire qu'il y a peut-être d'autres options que celles qui sont aujourd'hui pratiquées dans la prise en charge de certaines pathologies et que donc elles veulent faire évoluer ces pratiques en saisissant la HAS. Alors, elles font aussi évoluer les pratiques de recherche. Bon, là, pour le coup, l'antériorité des groupes sur le sida est bien connue, mais aujourd'hui, on assiste d'une certaine manière à une forme d'institutionnalisation, au moins à l'INSERM, de la prise en compte du point de vue des patients
dans les essais cliniques. Et donc, il y a un collège de relecteurs de l'INSERM qui sont invités à relire les protocoles des essais cliniques pour justement faire prendre en compte l'expérience des patients dans l'organisation de ces protocoles. Enfin, elles travaillent aussi sur... elles contribuent à faire évoluer l'organisation du système de soins. On sait que les associations maladies rares ont été vraiment très importantes, disons, dans l'émergence des centres de référence. C'est quelque chose qu'elles ont porté. Elles sont aussi toujours actives pour essayer de faire en sorte que ces centres de référence subsistent. Donc là, je vous ai mis une publication d'un collègue qui a étudié la manière dont vaincre la mucoviscidose s'est mobilisé pour montrer que, en fait, la tarification, la T2A, appliquée au centre de référence sur la mucoviscidose était inadaptée parce qu'elle ne prenait pas en compte un grand nombre d'activités menées par ces centres de référence et qui étaient absolument centrales pour les patients. Et l'idée étant de montrer que si ces centres étaient en déficit, eh bien, c'est parce que l'outil servant à les rémunérer était mal conçu. Et puis aussi, ce qui est important, c'est qu'elles conduisent à des évolutions dans les questions de recherche. Bon, Patrick Castel parlait à l'instant des questions de médicaments. Bon, si les patients, disons, qui utilisent le lévothyrox comme médicament n'avaient pas insisté, ne s'étaient pas collectivement mobilisés pour dire qu'ils avaient vraiment des effets, il est fort possible que personne ne serait retourné sur les études qui avaient été menées pour montrer en quoi ces études étaient limitées dans leurs conclusions. Là, j'ai mis un autre exemple qui concerne en fait l'ocytocine. Donc, c'est une hormone qui est utilisée pour accélérer les contractions pendant l'accouchement. Et donc, c'est une association en fait qui a émis l'hypothèse que l'importance de l'utilisation de l'ocytocine en France pouvait être corrélée peut-être avec l'importance du nombre d'hémorragies du postpartum que l'on constatait aussi en France. Cette association a essayé, disons, de trouver et a fini par trouver les financements pour faire la recherche qui a confirmé en fait l'hypothèse et qui a donné lieu à la publication que vous voyez là. Et c'est vrai que personne n'avait le point de vue qui fait que cette question pouvait émerger. Je dirais personne dans les médecins. L'utilisation était en quelque sorte routinière. C'est parce que les associations étaient confrontées à des femmes qui insistaient sur les effets négatifs sur elles de l'ocytocine qu'elles ont été conduites à s'intéresser à cette question-là. Voilà, donc en conclusion, je crois que je vais être à peu près dans les temps, super. J'espère que je vous ai convaincu quand même de la contribution très importante des associations à tout un tas de choses à partir justement de l'expérience des patients qu'elles collectent, qu'elles mettent en forme, qu'elles transforment en connaissances, etc. Je voulais juste insister peut-être sur certaines limites. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu dire aussi par certaines institutions, oui, mais alors les associations, elles ne répondent pas toujours aux sollicitations, on leur envoie des demandes, elles ne répondent pas, ou elles envoient des contributions de faible valeur, etc. Bon. Je crois qu'il y a quand même plusieurs problèmes qui pourraient être importants d'essayer de régler dans les années à venir. Le premier, c'est que je pense que c'est une très bonne chose, mais en même temps, c'en est une très mauvaise, c'est-à-dire que les associations sont, je pense, de plus en plus écrasées par le nombre de demandes qu'elles reçoivent, et elles n'ont pas forcément les moyens pour les traiter. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, les demandes qui sont faites peuvent être complètement décalées par rapport, finalement, à ce qui est important pour l'association. Et ce qui me paraît quand même à souligner, c'est le fait que ce qui est important, c'est la manière de problématiser les choses. Et quand on est une organisation professionnelle, de santé, etc., eh bien, on ne problématise pas les choses de la même façon que les patients. Et ce qui est une question pertinente pour une organisation ne l'est pas forcément pour l'association de patients. Et puis le dernier point, c'est qu'elles ont aussi des moyens d'investigation limités. Il n'est pas toujours possible de faire une enquête comme ça dans les 15 jours pour répondre à une demande qui a été faite. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est que je pense qu'il faudrait travailler à donner des ressources aux associations pour qu'elles puissent mener ce travail et travailler au lien entre la recherche ou les études et les associations. Voilà, merci.
Merci beaucoup. On va prendre un petit temps d'échange tous ensemble avant de prendre les questions de la salle pour faire un petit point. On voit à travers vos 3 présentations que ces savoirs expérientiels sont et embarrassants et remuants pour les cadres des savoirs gardiens dits académiques, ou en tous les cas le cadre des prises en charge telles qu'on peut les avoir et des accompagnements, mais qui restent difficiles à formaliser, à concilier justement avec les schémas existants. Je voudrais commencer avec vous et revenir avec vous, Julia Boivin, parce que finalement, à travers votre expérience personnelle, vous avez fait de votre vécu de handicap un sujet, je dirais, un savoir expérientiel, un sujet d'étude que vous avez mené à la fois à travers un parcours universitaire, aussi à travers un parcours professionnel. Avec le recul, quelles seraient pour vous les principales règles qui permettent de formaliser ce qui est un vécu, le vôtre, en savoir plutôt identifiable et partageable? La première règle, c'est déjà de prendre conscience que cette expérience si particulière et si stigmatisée aussi dans la société peut servir à soi-même, mais aussi aux autres. Et du coup, de se rendre compte de dépasser la question du manque, de dire il manque plein de choses pour me rapprocher d'un idéal de normalité, mais bien au contraire, voir ce qui est là et ce en quoi cette expérience peut être porteuse de sens. Et du coup, et ensuite se confronter à d'autres aussi personnes dans cette situation et déjà se passer outre ce fait que oui, on est pour ma part dans la catégorie pas très sexy des personnes handicapées, et donc se dire c'est ok, tant pis, j'y vais, et du coup d'aller voir d'autres de ces personnes et de discuter ensemble sur est-ce qu'on est d'accord sur certaines choses, est-ce que toi aussi tu as vécu ça, d'accord, il n'y a pas que moi, très bien. Donc voilà, de cerner en fait ce qui fait aussi une expérience commune de la différence pour ensuite en faire un objet de réflexion. Objet de réflexion et objet d'action. Et c'est ce qui est aussi intéressant dans votre parcours, c'est que vous partez du vécu, vous en faites à travers cette approche universitaire et professionnelle des savoirs d'expérience. Et ces savoirs d'expérience aujourd'hui, parce que au sein de ce conseil à l'HS, au sein d'autres organisations, vous essayez aussi d'en faire action pour agir et pour changer les choses. Et action, ça veut dire coproduction. Grand mot, joli mot, beau mot, compliqué. Quelles sont les limites, vous en avez dit quelques-unes, quelles sont les limites de cette coproduction aujourd'hui, de ces savoirs expérientiels avec les institutions pour faire évoluer la prise en charge? Quelles sont les limites concrètes que vous voyez aujourd'hui? Selon moi, ça reste encore beaucoup les représentations qu'on porte sur... Tout est une question, selon moi, de représentation et de comment travailler avec les professionnels sur les postures d'accompagnement et de changer vraiment de regard sur cette question de handicap, de maladie, et de reconnaître l'autre et ça paraît bête, mais c'est vraiment cette question de reconnaissance et de voir l'autre comme possible co-créateur d'un savoir. Ève Gardien, par rapport à ça, je vais rester sur votre duo. Je repose la même question. C'est la coproduction aussi, la co-construction, vous la voyez aussi. Quelles limites vous y voyez vous aussi aujourd'hui, telle qu'elle peut se faire entre ces savoirs expérientiels et puis les actions qui peuvent être portées, générées, engagées à partir? Une coproduction de quoi? De savoir scientifique ou de savoir expérientiel? Du mélange des deux.
Ah bon? Alors ça va devenir compliqué parce que je ne suis pas sûre que ça soit aussi simple que ça. Parce que simplement, la manière de produire le savoir expérientiel et de produire les savoirs scientifiques n'est pas la même. Donc, suivant la méthode que vous utilisez ou les méthodes que vous utilisez, vous n'obtenez pas le même type de résultat. Je pense aussi que... ce qui ne veut pas dire que l'un n'est pas nécessaire à l'autre et réciproquement. Hein, c'est aussi ce que j'ai avancé tout à l'heure. Il y a des enjeux autour des objectifs. Je pense que c'est plutôt là qu'on sait ce qu'on souhaite produire. C'est-à-dire que si ce que vous souhaitez, c'est changer l'ordre social du monde, on n'a pas besoin des mêmes types de savoirs, ou pas nécessairement. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Si vous souhaitez développer une discipline académique, ce n'est pas la même chose. Si vous souhaitez répondre à un commanditaire ou un financeur qui, lui, a des intérêts particuliers au développement de telle ou telle chose qu'il pourra ensuite vendre, à nouveau, vous n'avez pas forcément besoin des mêmes méthodes et des mêmes moyens d'action, etc., etc. Donc je pense qu'il faut d'abord penser les objectifs de la production de la connaissance, et comme ça on peut déterminer à la fois la méthode et à la fois comment est-ce qu'on peut coproduire et est-ce que ça a même du sens ou pas. Pour la chercheuse que vous êtes, il y a aujourd'hui un certain nombre d'approches qui se développent pour aider à l'identification, à la formalisation de ces savoirs expérientiels. On parle de recherche participative, on parle de narrative studies, etc., qui essaient de donner cadre un petit peu à cela. Quelle est votre vision un peu sur ces approches-là? Quel est leur intérêt? Et ne risque-t-elle pas, comme vous l'avez dit un peu, aussi de ghettoiser les savoirs expérientiels sous une chapelle et dans une forme de spécialisation? Alors, ghettoiser les savoirs expérientiels, pour ma part, je pense que ça va être difficile parce que ça relève vraiment de la vie quotidienne. Donc, on en a tous une grande quantité, mais on ne sait pas toujours qu'on en est détenteur. C'est plutôt ça la difficulté, c'est plutôt l'ignorance que le ghetto. Par contre, collaborer ou être en partenariat, c'est, je vous dirais, pour moi un peu surprenant par moment, ça dépend complètement de ce que vous souhaitez faire, mais quand on est ethnologue, par exemple, on travaille forcément en lien avec les personnes, et même de très très près, voire même on vit avec pendant des années. Donc forcément, on partage des savoirs expérientiels, voire même on les acquiert parce qu'on vit avec elles. Et donc, en fait, quelque part, on s'acculture à une nouvelle culture. Voilà, donc pour moi, là, il n'y a pas de question. C'est même l'objet même de la démarche. Il y a d'autres savoirs. Si vous voulez travailler sur des molécules, il n'est pas toujours utile d'avoir un certain nombre de savoirs expérientiels et de travailler avec eux. Donc je pense vraiment qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on souhaite produire comme connaissance. Et ça implique à la fois des méthodes, mais peut-être aussi, peut-être que l'enjeu derrière les narrative studies ou derrière les recherches participatives, il me semble que ce n'est pas seulement des enjeux de méthode, mais des enjeux éthiques. Je pense que derrière les recherches participatives ou narrative studies, il y a déjà un objet, il y a déjà un objectif de connaissance qui est posé. Et pour ma part, je me rends bien compte que je ne produis pas n'importe quel type de connaissance et que depuis le début, je me suis toujours intéressée aux personnes qui vivaient l'expérience, quels étaient les problèmes qu'elles identifiaient, et à partir de là, j'essayais de produire des connaissances. Donc ça peut être aussi des choix éthiques de production de connaissances qui sont à l'origine des méthodes et de la manière de travailler qu'on produit. Patrick Castel, il y a finalement, pour résoudre cette difficulté à manier ces savoirs non catégorisables, singuliers, etc., il y a une approche qui existe, qui est très simple, ça marche à tous les coups, c'est l'approche comportementaliste, c'est le fameux nudge thinking. On dit, on ne sait pas très bien ce que c'est que sont ces savoirs expérientiels, donc c'est des comportements malléables, formatables, marketingables, enfin que des termes géniaux en fait. Et finalement, on sait ce que les gens veulent parce qu'on connaît leur comportement. Et donc voilà, les patients, c'est des comportements, et puis on les intègre comme ça. Est-ce que c'est aujourd'hui un risque, finalement, de réappropriation de la voix du patient et de dénaturation de la voix du patient, ou est-ce que finalement, cette approche comportementaliste peut aussi offrir une opportunité aux patients d'être plus présents dans le champ des décisions, dans le champ des politiques publiques? Oui. Effectivement, on a écrit un livre un peu amer qui s'appelait Le biais comportementaliste, avec 5 autres chercheurs de Sciences Po, parce que évidemment les progrès des neurosciences, de la psychologie cognitive sont évidemment, on ne va pas lier leur rapport, mais si on réduit la science de la décision, comme finalement prétendent certains scientifiques, en s'alliant avec certains
administratives ou administrations. Finalement, la science de la décision, ce serait l'intelligence artificielle, les neurosciences et la psychologie comportementale et l'économie comportementale. On passe à côté, à mon avis, d'une chose essentielle de la décision, qui est le côté politique de la décision et la différence. C'est-à-dire, puisque finalement, si on pousse jusqu'au bout cette logique du nudge et des sciences comportementales, finalement, il y a des gros débats aux États-Unis parce que le président Obama avait beaucoup poussé cela et dans son camp même, il y a eu des débats très intéressants entre philosophes, juristes. Ils disaient, ben, finalement, on est quand même dans le nous et vous. Les sachants vont définir à peu près ce qui est le bien commun et on va essayer de réorienter vers le bien commun ceux qui, justement, et je reviens à cette question d'expérience, finalement, l'expérience, c'est de là que vient l'irrationalité, selon Kahneman, si vous regardez, c'est de plus en plus là-dedans, l'irrationalité des experts, l'irrationalité des individus, et que l'idée, c'est que les algorithmes vont aider les gens, enfin, à être rationnels et à prendre des bonnes décisions à leur place, finalement. Et donc ça, effectivement, je pense que c'est un grand danger, parce que, encore une fois, le professeur Balaguer, ce matin, le disait à propos de l'intelligence artificielle, on montre bien qu'il y a des décisions très politiques dans les algorithmes, et ça, il ne faut pas le rater. Et donc, du coup, décider, c'est affronter la différence, et c'est des choix politiques. Et donc, c'est pour ça qu'on avait attiré l'attention sur cette tendance-là. Il y a une autre approche, ça je voudrais aller vers vous, Madeleine, pour finalement intégrer cette expertise des usagers. C'est l'inverse, finalement, du comportement totaliste, et qui se développe aujourd'hui dans le monde associatif, c'est les autoreprésentants. C'est-à-dire, finalement, on voit que ces associations développent de plus en plus de volonté de formaliser des savoirs collectifs, et en même temps, elles sont débordées sur les côtés aujourd'hui par des gens qui disent « mais moi, j'ai mon savoir expérientiel, donc je suis représentant de moi-même, donc je n'ai pas besoin d'une association ». Est-ce que ces autoreprésentants sont l'avenir du dialogue des savoirs autour de ce savoir expérientiel par rapport à tout ce que vous nous avez présenté, que formalisent des associations ? Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a un certain nombre, effectivement, ça marche ? Oui, ça marche. Vous m'entendez, bon. Il y a un certain nombre de personnes qui sont très influentes, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., et qui jouent un rôle important en termes de sensibilisation du public à un certain nombre de questions, de mobilisation. Elles font parfois de la provocation, ce qui n'est pas toujours possible pour une association qui doit, entre guillemets, tenir son rang dans le monde de la représentation aujourd'hui. Et donc, ces personnes peuvent être tout à fait utiles, en fait, pour médiatiser, pour poser des nouvelles questions, peut-être aussi pour susciter des questionnements à la fois dans la société en général et peut-être aussi au sein des associations, les faire bouger. Ceci étant, je pense que cette action, ne doit être considérée que comme complémentaire de celle des associations. Et là, je reviens un peu sur ce qui avait été dit au début, c'est-à-dire que ce qui est irremplaçable dans le travail des associations, c'est qu'il s'agit d'une élaboration collective à partir d'un certain nombre d'expériences et aussi à partir d'un certain nombre de connaissances sur le système de santé, de connaissances médicales, etc. Donc je pense que pour le coup, il serait assez dangereux, disons, de substituer à cette représentation institutionnelle des individus électrons libres en quelque sorte. Très, très rapidement pour prendre la question du public, mais pour finir sur une touche un peu forte et positive, il y a deux exemples, vous et Patrick, qui montrent que ces coproductions se font. Il y en a un, on en a parlé un petit peu, je crois que c'est Dominique Polton qui en parlait ce matin, c'était Compare. En quoi, pour vous, c'est un bon exemple de la manière dont ça peut marcher ? Alors, cette plateforme donc, qui associe des patients avec des chercheurs, en fait. Disons que, alors, Compare, effectivement, je pense que les collaborations entre la recherche et les associations sont, comme je l'ai dit à la fin, sont des choses à développer et que c'est vrai que les données, comme on disait ce matin, issues de la vie réelle, sont un bon instrument aussi pour essayer de nouer ces collaborations. Mais là, on a exactement le même problème. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ces données viennent se substituer. C'est-à-dire que des chercheurs décrètent « Ah ben moi, je n'ai pas besoin des associations. » Moi, je l'ai déjà entendu. Je n'ai pas besoin des associations. J'ai accès aux vrais patients. Je vais lui poser des questions. Je vais avoir ses vraies réponses. Or, on sait quand même qu'en recherche, une des choses qui est fondamentale,
C'est à la limite plus les questions qu'on pose que les réponses. Et c'est à ce moment-là que les associations sont absolument cruciales, c'est quand elles posent des questions. Et l'intérêt justement de Compas, c'est qu'ils essayent de travailler à partir de ces données, mais ils ont quand même essayé d'intégrer les patients dans la gouvernance à tous les niveaux, à la fois, je dirais, dans la gestion des projets de recherche qui émergeront avec cette plateforme, mais aussi en ayant une plateforme qui permette de recueillir les idées que des individus pourraient avoir sur des programmes de recherche à développer. Très rapidement, Patrick Castel, un autre bon exemple, et vous avez beaucoup travaillé dessus, c'est le cancer. Et c'est les plans cancer, parce que les plans cancer ont travaillé assez vite et de manière assez pionnière à la volonté d'intégration de ces savoirs expérientiels. Oui, alors je dirais peut-être pas qu'ils sont pionniers, parce que pour moi, les pionniers, enfin, si on regarde l'histoire, c'est plutôt la mucoviscidose, le sida, les maladies rares. Mais c'est vrai que les plans cancer sont nés d'une mobilisation des patients avec les états généraux de la Ligue, ce qui a conduit à une prise. Alors, il y avait aussi une opportunité professionnelle où les professionnels attendaient aussi des signes forts de l'État. Hein, donc c'est jamais, évidemment, l'action collective, c'est la rencontre de plusieurs intérêts différents. Mais c'est vrai que ça a eu quelques réalisations très importantes, qui est faire réaliser aux professionnels que l'annonce était un moment clé. Ce qui paraît maintenant évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Alors il faudrait, et je sais que certains voudraient le faire, il faudrait faire justement, maintenant presque 15 ans après les premiers plans cancer, faire ce qu'on ne fait pas assez en France, à mon avis, c'est vraiment des évaluations sur le long terme. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui ? Parce qu'on fait des évaluations ex ante, ou on fait des évaluations à un an, mais sur le long terme, qu'est-ce que ça a changé ? Il y a des risques aussi que cette consultation d'annonce soit normalisée. J'ai entendu aussi, en discutant avec des associations, que de nouveau, finalement, c'est rentrer un peu dans la routine et que ça devient un moment de plus, mais finalement qui a un peu perverti le moment initial. Donc je pense que c'est important d'avoir ces moments d'évaluation sur le temps long, pluridisciplinaire, pour faire le bilan justement de ce type d'action, qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce qu'il est nécessaire de refaire à nouveau.